23 corps, emballés dans des sacs industriels denses, comme si quelqu'un voulait non seulement les cacher, mais les isoler du reste du monde entier. Ce fait en soi résonne comme le début d'un roman sombre, mais c'était la réalité. Une réalité qui ébranla Palo Alto en 2001. Une banlieue tranquille et respectable où l'on entend plutôt des aboiements de chiens et des rires d'enfants dans les rues que des sirènes de police. La cave où tout fut découvert était comme une ombre étrangère dans cette ville. Le bâtiment semblait solide. Une vieille maison à 2 étages avec une pelouse entretenue et des érables dont les branches taillées paraissaient presque décoratives. Mais dès que les policiers descendirent, l'air changea. Là, entre des cartons poussiéreux et des meubles des années 70, dans un coin où même le propriétaire regardait rarement, gisait une découverte qu'aucun des participants à la perquisition n'oubliera. Des sacs plastiques, chacun contenant un être humain. Certains corps étaient déjà partiellement décomposés, leurs vêtements décolorés, mais ils conservaient encore des traces de leur vie antérieure. Une veste en jean, un vieux pull de basket-ball, une écharpe soigneusement nouée. Cela suggérait que ces personnes n'avaient pas disparu hier ou il y a un mois. Quelqu'un avait passé des années ici. Le lieu lui-même brisait la conception ordinaire du crime. Ce n'était pas un entrepôt abandonné, pas un terrain boisé en périphérie de ville. C'était une maison où l'on organisait des soirées de charité, où les voisins passaient avec des gâteaux, où les enfants couraient dans les couloirs et où le maître de maison servait en souriant un verre de vin aux invités. Le propriétaire s'appelait Robert Martinsen, un avocat prospère connu dans le quartier. Mari, père de 2 enfants. Un homme en qui on avait confiance, pour qui on votait lors des réunions du conseil local. Et c'est précisément son adresse qui devint le point de départ d'une enquête qui allait révéler une chaîne d'événements s'étendant sur plusieurs années. À ce moment-là, personne ne comprenait encore comment cet homme était lié à la découverte. Mais une chose était claire, Palo Alto ne serait plus jamais la même. Le propriétaire de cette maison était un avocat de 43 ans, père aimant, membre respecté de la société. Robert Martinsen, un homme dont le nom était prononcé avec respect à Palo Alto. Pour les uns, c'était un juriste prospère qui pouvait gagner des affaires désespérées. Pour d'autres, un voisin qui souriait toujours et proposait de porter des sacs lourds jusqu'au porche. Ses enfants fréquentaient une bonne école. Sa femme participait souvent aux événements municipaux et Robert lui-même organisait régulièrement des soirées de charité chez lui. Ces soirées étaient comme de petites fêtes pour tout le quartier. Sur de longues tables en bois s'étalaient des plats préparés par des chefs locaux. Sur la pelouse, les enfants couraient après un ballon et les adultes discutaient des nouvelles en riant. Robert se tenait invariablement au centre de ce cercle, en costume mais sans cravate, un verre de vin rouge à la main, saluant chaque invité par son nom. Il semblait en savoir plus sur chacun que simplement l'adresse et le numéro de maison. Qui prévoyait de vendre sa voiture, la fille de qui avait besoin d'aide pour postuler, qui pratiquait secrètement la pêche comme hobby. Les voisins ne se souvenaient de lui qu'avec chaleur. Madame Harper, qui habitait en face, disait que si elle devait confier ses clés de maison à quelqu'un pendant les vacances, elle les donnerait sans hésitation à Robert. Un de ses collègues, un jeune avocat, raconta que c'était précisément Martinsen qui l'avait aidé sa première année de travail quand il arrivait à peine à supporter la charge. Il aurait pu simplement passer. Mais au lieu de cela, il s'est assis à côté de moi, a examiné chaque dossier avec moi et a dit « Tu y arriveras ». Même l'apparence de Robert renforçait cette image. Pas très grand, bien entraîné, avec des cheveux soigneusement peignés vers l'arrière, il ressemblait à quelqu'un qui prend soin de lui sans y consacrer un temps excessif. Les week-ends, on pouvait le voir faire son jogging matinal ou acheter du pain frais à la boulangerie locale. Les gens qu'il croisait dans la rue remarquaient qu'il trouvait toujours quelques minutes pour échanger quelques mots, même quand il se dépêchait quelque part. Aucun détail de sa vie publique ne donnait même un indice qu'une perquisition policière commencerait un jour dans sa maison. Dans l'imagination des habitants de Palo Alto, c'était un voisin fiable, presque exemplaire, une personne qui n'avait pas de secret,
et certainement pas quelqu'un qu'on pourrait associer à quelque chose de terrible. Mais c'est précisément en cela que résidait ce paradoxe que les journalistes appelleront plus tard l'effet Martinsen. Plus l'enveloppe extérieure semblait brillante et immaculée, plus il était difficile de croire qu'autre chose puisse se cacher derrière. Des soirées avec des loteries de charité où Robert donnait des sommes considérables pour aider les sans-abri. Des excursions communes dans la nature avec les voisins. La participation au travail du conseil scolaire. Tous ces traits se composaient dans l'esprit des gens en une image d'une personne noble et juste. Et dans ce monde plein de tels détails, la pensée que quelque part dans les profondeurs de la maison, derrière la porte de la cave, gisaient à des sacs contenant des corps, semblait non seulement incroyable, elle ressemblait à une invention. Quand les nouvelles de la découverte dans sa cave se répandirent dans la ville, les voisins et collègues commencèrent d'abord par dire « Ce n'est pas possible ». Beaucoup refusaient de croire qu'il s'agissait précisément de lui. Comment une personne qui, il y a un mois, distribuait des cadeaux de Noël aux enfants, pouvait-elle être impliquée dans quelque chose comme ça ? Et c'est précisément ce contraste entre l'image publique et la réalité qui devint la question principale de l'enquête. Pour comprendre ce qui s'était passé, il fallait revenir au moment où la police s'intéressa pour la première fois à Robert Martinsen et se demander qu'est-ce qui les mena exactement à sa porte ? Février 2001. La police de Palo Alto reçoit un signalement ordinaire de disparition concernant un jeune homme de 23 ans. L'inscription dans le journal de service paraissait sèche et standard. Date, nom du déclarant, description de la personne disparue. De tels signalements n'étaient trop pas rares dans la ville. Quelqu'un pouvait être parti chez des amis, quelqu'un était en retard au travail. Parfois les gens revenaient d'eux-mêmes après quelques jours et l'affaire était close sans grand éclat. Personne ne se doutait alors que cette ligne en apparence ordinaire dans le journal de police deviendrait le début de l'enquête la plus retentissante de l'histoire du district. Le signalement fut fait par une femme d'âge moyen. Sa voix tremblait, mais elle s'efforçait de parler clairement. Elle raconta que son fils n'était pas rentré dormir à la maison pour la 2e nuit. Le téléphone était éteint. Les amis avec qui il devait se rencontrer ne l'avaient pas vu depuis ce soir-là. Il avait été aperçu pour la dernière fois près du parc central, à seulement quelques pâtés de maison de la maison. Il portait une veste noire, un jean gris et des baskets. Il avait un sac à dos avec lui. La police agit selon le schéma éprouvé. Premièrement, appeler tous les connaissances et parents. Deuxièmement, vérifier les établissements médicaux au cas où la personne serait arrivée à l'hôpital. Troisièmement, examiner les lieux où elle aurait pu se trouver. Café préféré, salle de sport, bibliothèque. Le même jour, un avis de recherche fut émis, la photo transmise aux patrouilles. Le lendemain, des agents parcoururent les rues environnantes, parlèrent aux vendeurs dans les magasins et aux passants. Quelqu'un se souvenait avoir vu le jeune homme à un arrêt de bus, mais c'était un jour avant la disparition. Au début, l'affaire ressemblait à des dizaines d'autres. Un jeune homme était parti et n'était pas revenu. Mais après 3 jours, apparut le premier signal alarmant dans l'histoire. Un des témoins affirma l'avoir vu tard le soir près de la maison de Robert Martinsen. Le témoin décrivit que le jeune homme marchait à pas rapides, comme s'il poursuivait quelqu'un, ou au contraire cherchait à s'échapper. Cet épisode fut inscrit dans le rapport, mais à l'époque, il ne semblait pas décisif aux policiers. Les jours suivants, la police continua les recherches, vérifia les bâtiments abandonnés, les parkings vides, interrogea les chauffeurs de taxi. Mais plus le jeune homme restait sans donner de nouvelles, moins il restait d'espoir qu'il soit simplement parti quelque part. Vers la fin de la semaine, apparut un nouveau rapport dans l'affaire. Le téléphone portable du disparu avait été activé pour la dernière fois dans la zone où se trouvait la maison de Martinsen. Le signal était faible et bref, mais il suffisait pour s'y accrocher. À l'époque, personne ne reliait encore la disparition de ce jeune homme à quelque chose de plus grand. Mais dans quelques semaines, il deviendrait clair, c'était la dernière, 23e victime.
Et c'est précisément elle qui devint ce fil qu'en tirant la police démêlerait l'écheveau qui se cachait depuis des années. Maintenant restait la question principale. Qu'est-ce que les enquêteurs trouvèrent exactement au cours de cette recherche pour que leur chemin mène directement à la maison de l'avocat respecté Robert Martinsen? L'enquête tombe sur le seul témoin dont le témoignage semble étrange. Il s'appelle James Rivers. Pour les policiers, il était d'abord simplement une autre personne de la liste de ceux qu'il fallait interroger. Mais dès les premières minutes de la conversation, il devint clair. Ce jeune homme avait vu quelque chose qui pourrait bouleverser toute l'affaire. James habitait à 3 pâtés de maison de la maison de Robert Martinsen. Ni voisin, ni connaissance, ni collègue, simplement quelqu'un qui le connaissait de vue, comme la plupart des habitants du quartier. Cette nuit de février, il rentrait chez lui à pied après avoir rencontré des amis dans un bar. Il était déjà bien après minuit. Les rues de Palo Alto sont calmes à cette heure, presque mortes. Rares voitures, lumière des réverbères et le bruit de ses propres pas sur l'asphalte. Quand James passa près de la rue où se trouvait la maison de Martinsen, il remarqua quelque chose d'étrange. Sur le toit de la maison se déplaçait une silhouette sombre. D'abord, il pensa que c'était un chat ou peut-être un raton laveur, dont il y en a assez dans le quartier. Mais les mouvements étaient trop sûrs, trop humains. Il plissa les yeux pour mieux voir. Un être humain, sans aucun doute. Un homme en veste sombre qui se déplaçait lentement, presque furtivement, comme s'il cherchait à éviter l'attention. James s'arrêta. Tout semblait indiquer que cette personne cherchait quelque chose sur le toit ou au contraire y cachait quelque chose. À un moment donné, la silhouette se pencha et il sembla à James qu'elle soulevait quelque chose de lourd. Il y eut un bruit sourd, comme si un objet massif était posé ou laissé tomber sur une surface dure. Dans la lumière du réverbère, James vit un moment le profil du visage. Il ne pouvait pas jurer que c'était Robert Martinsen, mais la ressemblance lui semblait évidente. « Je l'avais déjà vu. Certainement je l'avais vu, dirait-il plus tard lors de l'interrogatoire. Mais il y avait autre chose. Selon James, l'homme sur le toit se figea soudain, comme s'il écoutait. Puis il se tourna brusquement vers la rue, et même à distance, il sembla à James que leurs regards se croisaient. Après cela, la silhouette disparut presque immédiatement du champ de vision, comme si elle avait plongé dans une trappe ou était descendue dans la maison. Le matin, James apprit des voisins que cette nuit-là, un jeune homme avait disparu, qui habitait dans les environs. Cette coïncidence ne lui donna pas de repos. Il décida de tout raconter à la police. Quand il présenta son témoignage, la réaction des agents fut mitigée. Une partie d'entre eux accueillit l'histoire avec prudence. On peut facilement se tromper sur une personne, et une ombre nocturne trompe facilement. De plus, la maison de Martinsen était ancienne, avec un grenier haut. On pouvait tout à fait monter pour des réparations ou pour inspecter le toit. En outre, il n'y avait aucune loi interdisant au propriétaire d'être sur son propre toit au milieu de la nuit. Mais d'autre part, les détails du témoignage semblaient trop concrets pour les ignorer simplement. Le bruit sourd, la disparition brusque de la silhouette, que tout cela coïncide dans le temps avec la disparition du jeune homme. Les policiers comprenaient qu'ils n'avaient presque aucun indice. Le jeune homme disparu ne donnait pas de nouvelles. Le téléphone portable s'était tu. Et soudain, une personne qui prétend avoir vu quelque chose d'étrange précisément là où se trouve la maison de l'avocat respecté. Le scepticisme était toujours là, mais la situation exigeait d'agir. Le chef de groupe prit la décision. Vérifier le témoignage, demander à Martinsen ce qu'il avait fait cette nuit-là et voir s'il n'y avait pas d'autres signes indirects. Ainsi, l'adresse de Robert Martinsen entra pour la première fois dans le chemin de l'enquête policière. Ce n'était pas encore une perquisition, juste une conversation. Mais c'est précisément à partir de ce moment que la figure de l'avocat respecté commença lentement à se déplacer de la catégorie « membre respecté de la société » vers la catégorie « personne à qui il y a des questions à poser ». Quand la porte s'ouvrit, les policiers échangèrent un regard. Tout ne ressemblait pas à ce qu'ils avaient attendu. Pas de précipitation, pas de frayeur ou d'agression.
Au seuil se tenait Robert Martinsen, en pull cachemire clair, jonc et une tasse de café à la main. Il semblait vouloir passer une matinée détendue à lire le journal et non recevoir des agents venus avec des questions sur une possible implication dans la disparition d'une personne. « Bonjour, agent », dit-il d'une voix calme, légèrement surprise. « En quoi puis-je aider ?» Le ton était poli, presque amical. Il ouvrit la porte plus largement, leur proposa d'entrer. La maison les accueillit avec une douce lumière des fenêtres, l'arôme de café fraîchement préparé et une harmonie domestique parfaite. Magazines soigneusement empilés sur la petite table, dessins d'enfants sur le réfrigérateur, musique douce d'un vieux tourne-disque. Il semblait qu'on ne puisse rien imaginer de criminel derrière ces murs. Quand on lui communiqua les paroles du témoin, Robert ne fit que lever les sourcils. « Sur le toit ? Non, je ne suis pas monté là-haut. Pourquoi ferais-je ça ? Cette nuit-là, j'étais à la maison, nous avons dîné en famille, puis regardé un film. Les enfants peuvent le confirmer, ma femme aussi. » Il raconta que la soirée s'était déroulée calmement. Dîner, des pâtes avec une sauce que sa femme avait préparée, puis soirée cinéma en famille, une vieille comédie. Après, tous allèrent dans leur chambre. Robert assura qu'il n'était même pas sorti dans la rue. La vérification de son dossier révéla aucun antécédent judiciaire, aucune amende, aucun conflit avec la loi. Il paie ses impôts à temps. Au travail, sa réputation est impeccable. Les voisins parlèrent de lui comme d'une personne prête à aider à tout moment. Cependant, les agents ne pouvaient ignorer le témoignage de James Rivers. Mais plus ils parlaient avec Martinsen, plus il était difficile d'imaginer que cet avocat calme et réfléchi puisse escalader un toit la nuit dans un but obscur. Il ne montrait ni irritation, ni nervosité. Ses réponses étaient précises, et les pauses entre les mots naturels, sans ce silence tendu qui trahit souvent les gens qui cherchent à inventer des excuses. À un moment, un des agents posa une question directe. « Connaissez-vous le disparu ?»« Non », répondit Robert en regardant dans les yeux. « Je ne l'ai jamais vu. » La police se retrouva dans une impasse. D'un côté, un témoin qui était convaincu de l'avoir vu précisément lui. De l'autre, un avocat respecté qui semblait honnête jusque dans les moindres détails. Sans preuve directe, cela restait parole contre parole. Finalement, Robert se vit attribuer le statut de personne d'intérêt. Cela signifiait qu'il était maintenant dans le champ de vision de l'enquête, mais juridiquement, il restait pour l'instant un homme libre. Les policiers quittèrent la maison avec un sentiment de non-dit. Formellement, rien de suspect, mais l'intuition disait que derrière la façade du calme pouvait se cacher quelque chose de plus grand. Très bientôt se présenterait une raison de revenir ici, et déjà plus pour une conversation autour d'une tasse de café. Les enquêteurs exhument les archives d'affaires non résolues de personnes disparues dans cette région ces dernières années. C'était plutôt un geste de désespoir qu'un plan clair. Dans l'affaire Martinsen, tout était bloqué. Il y a un témoin, mais ses paroles ne sont confirmées par rien de matériel et l'avocat lui-même se comporte avec trop d'assurance. Il restait à espérer que dans les anciens dossiers se trouverait une régularité qui pourrait donner un nouveau vecteur à l'enquête. En parcourant les dossiers de la fin des années 90, les policiers commencèrent à remarquer une étrange répétition. Tous les quelques mois disparaissait un jeune homme d'âge et de stature similaires. Les lieux de disparition étaient dispersés dans différents quartiers, mais les fils menaient néanmoins vers Palo Alto. Dans certains cas, des témoins remarquaient qu'ils avaient vu les disparus pour la dernière fois près de ces rues par où Martinsen passait souvent. En parallèle, on décida d'interroger James Rivers une nouvelle fois. Cette fois, il ajouta un détail qu'il n'avait pas mentionné auparavant. La silhouette sur le toit se déplaçait selon ses paroles non seulement avec précaution, les mouvements étaient saccadés, nerveux, comme chez une personne qui a peur d'être Price. Et selon les souvenirs de James, le visage de cette personne se tendit au moment où leurs regards se croisèrent, comme si elle serrait les mâchoires. Ce détail fut inscrit dans les notes,
mais c'était encore trop peu pour des accusations directes. Alors ils firent appel à des spécialistes de l'analyse des données de téléphonie mobile. Et là se trouva la première incohérence factuelle dans l'alibi de Martensen. Son téléphone enregistra un bref appel sortant vers minuit la nuit de la disparition, et le signal venait non pas de sa maison comme il l'avait affirmé, mais de la rue à 2 pâtés de maison. Cela ne prouvait aucune culpabilité, mais cela sapait son histoire sûre. De petits fragments commencèrent à se composer en mosaïque. Une série de disparitions similaires, une silhouette nerveuse sur le toit la nuit de la dernière disparition, l'incohérence des données de téléphonie mobile avec l'alibi déclaré. Tout cela, séparément, ne suffisait pas pour une accusation, mais ensemble, cela devenait une base suffisante pour demander un mandat de perquisition. Et à ce moment-là, planait dans l'air une nouvelle question, beaucoup plus inquiétante. Qu'est-ce qu'il trouverait exactement dans la maison de l'avocat respecté ? Il était renfermé ces derniers temps, je pensais que c'était à cause du travail. Ces mots, la femme de Robert les prononça calmement, comme si elle parlait de quelque chose de quotidien, comme la fatigue de son mari due à de longues séances. Pour elle, c'était naturel. Un avocat avec un gros volume de travail, des clients difficiles et des voyages constants. Elle n'y voyait aucun signe alarmant, plutôt de la fatigue à laquelle elle s'était habituée au cours des années de mariage. Mais pour les enquêteurs, cela devint un petit accroc. La fermeture, un concept vague. On peut s'éloigner de sa famille à cause du stress, mais aussi à cause d'un secret qu'on garde comme rien d'autre. Quand ils commencèrent à interroger les familles d'autres disparus, des détails similaires émergèrent dans leurs récits. Un des frères d'une victime raconta que peu avant la disparition, son frère avait mentionné un certain homme influent qui avait promis d'aider pour le travail et de le présenter aux bonnes personnes. Chez un autre jeune homme qui avait disparu 2 ans auparavant, on trouva dans son carnet un numéro de téléphone noté avec la mention R.M. juriste. Le numéro correspondait au téléphone portable de Martensen. La mère d'un autre disparu se souvenait que son fils, après une rencontre avec un certain homme sérieux, était rentré à la maison, avait apporté une carte de visite d'avocat, mais avait ensuite cessé d'en parler, ne faisait que faire un geste de la main. « Ça ne te regarde pas ». Toutes ces histoires ne donnaient pas de preuves directes avec lesquelles on pouvait confronter Martensen, mais elles esquissaient un contour familier. Il semblait de temps en temps trouver de jeunes hommes, leur parler, faire des promesses, et puis le contact se brisait brusquement. En même temps, la femme continuait d'affirmer, dans leur vie de famille, rien d'inhabituel ne se passait. Oui, il me parlait moins, mais c'est le travail. J'ai toujours su qu'il avait des périodes où il était complètement absorbé par les affaires. Dans ses paroles, il n'y avait aucun doute, et cela créait un paradoxe dangereux. Une personne proche ne voit pas ce qui, pour un observateur extérieur, commence à devenir une régularité. L'enquête n'avait pas encore de preuves solides, mais la mosaïque de contacts, cartes de visite, numéros de téléphone et histoires similaires semblait trop cohérente pour être un hasard. Martensen cessa d'être seulement une personne d'intérêt. Il devenait de plus en plus le candidat principal pour le rôle de celui qui était derrière la série de disparitions. Et maintenant, la police avait une raison pour l'étape suivante. Une étape qui devait soit le libérer définitivement des soupçons, soit révéler tout ce qu'il cachait. Les enquêteurs procèdent à une analyse du contenu des poubelles de Robert Martensen. Rien d'héroïque. Gants, lampes de poche, sacs denses pour prélèvement d'échantillons et patience. Cette phase de l'enquête ne fait généralement pas les gros titres, mais c'est précisément elle qui fournit souvent les traces les plus tenaces, matérielles. Et ici, entre marques de café, morceaux de tickets de caisse et emballages de produits familiaux, commencent à émerger des détails qu'on ne peut plus expliquer simplement par « le témoin s'est trompé ». D'abord, ils trouvent un ticket de caisse froissé d'un magasin de bricolage en périphérie de Sunnyvale. Achat d'il y a 1 semaine. Sac plastique industriel de résistance renforcée. Plusieurs rouleaux à la fois, chacun de 20 pièces. Ensuite, un deuxième ticket, déjà d'un autre magasin, avec le même ensemble, mais en plus noté
chaux de construction, éteinte, sac de 25 kg. Les tickets sont humides mais lisibles, date, heure, numéro de caisse, dernier chiffre de la carte. Le nom du porteur de carte correspond au nom de Martin Sen. Les policiers continuent la recherche. Dans le conteneur au bord de la route se trouve encore un reçu pour l'achat de masques respiratoires jetables et de gants en latex dense. Ensemble, cela fait trop de petites choses ménagères pour tout attribuer à une réparation de toit ou un nettoyage de garage. De plus, les dates d'achat coïncident avec l'intervalle où le dernier jeune homme avait disparu. Chaque petit détail en soi, un grain de poussière, mais ensemble, ils se composent en une ligne qui mène à une adresse. Pour éliminer les coïncidences, les enquêteurs demandent un relevé de la carte bancaire. La confirmation arrive rapidement. En une soirée furent effectuées 2 transactions dans différents magasins, au total en 40 minutes. Grâce aux caméras de parking, ils réussissent à reconstituer le mouvement du véhicule. Berline argentée, numéro correspond à la voiture de Martin Sen. Dans le coffre sont chargés des rouleaux de sacs noirs Contractor Bag et un sac de chaux avec un grand logo vert du fabricant. L'image devient trop claire pour « j'ai simplement acheté en réserve », la partie juridique, la plus ennuyeuse mais importante. Le groupe d'enquête rédige un rapport. Témoignages sur l'activité nocturne sur le toit, incohérence des données de téléphonie mobile avec l'alibi, modèle récurrent des disparitions, et maintenant, tickets pour l'achat de matériaux qui sont utilisés, plus souvent non pas à des fins domestiques, mais pour cacher quelque chose et ne pas attirer l'attention par l'odeur. Les formulations sont soigneuses, sans mots forts, mais le sens est transparent. Il faut un mandat de perquisition pour la maison et les locaux adjacents. Le juge étudie le paquet de documents en fin de journée de travail. La décision est prise sans pause dramatique. Les bases sont suffisantes. Le mandat signé part avec le sergent, et dès le matin du jour suivant, des voitures à bandes bleues tournent lentement dans la rue tranquille de Palo Alto. La cour est encore humide de l'arrosage nocturne. Sur la véranda refroidit une tasse de café étrangère, et au portail apparaît un ruban jaune. Commence ce pourquoi toutes ces heures près des poubelles étaient nécessaires. La perquisition officielle de la maison de Robert Martin Sen. Avant le départ, le chef distribue les rôles. Premier étage. Deuxième, grenier et garage. Troisième, prise de vue. La cave, il la laisse pour la fin. Des experts commencent la récupération de fichiers supprimés du disque dur de l'ordinateur de Martin Sen. Pendant que la perquisition traverse les pièces, le boîtier gris du système est soigneusement retiré de la table et emballé dans un sac antistatique. Quelqu'un marque avec un marqueur le numéro de la maison et l'heure de saisie. Dans la maison, c'est calme. Seul en bas craquent les marches. Mais c'est précisément ici, à l'intérieur du boîtier avec ventilateur, que se cache ce que ni les plus prudents ni les plus sûrs d'eux ne peuvent effacer à temps. Poussière numérique, minuscules fragments d'enregistrement passés, tout ce qui... Le disque dur est petit selon les standards d'aujourd'hui, 20 gigaoctets, divisé en secteurs. Dessus le mélange de travail habituel pour le début des années 2000. Documents, archives d'emails, brouillons de contrats juridiques. Les experts le connectent via un boîtier à la station, lancent un logiciel de lecture sectorielle et regardent apparaître des lignes, comme depuis les profondeurs. Noms de fichiers qui ne sont pas visibles dans l'explorateur, données qui ne s'affichent pas dans le calendrier. Certains enregistrements sont partiellement réécrits, mais les métadonnées tiennent fermement. Dans les clusters vides, d'abord cela ressemble à un ensemble chaotique de traces quotidiennes. Liste de courses, notes, récupérer le costume au pressing, scan de rendez-vous judiciaires. Et soudain, un dossier qui s'appelle neutralement Drafts Old. Dedans, plusieurs documents sans extension créés et supprimés à différents jours. Un fichier s'ouvre au 4e essai. Flux de texte, où une partie des lignes est de mélanger avec des symboles illisibles. Les experts le remontent comme un puzzle et obtiennent le brouillon d'une lettre sans destinataire. La lettre ne consiste pas en menace,
et ne contient pas de nom. Elle ressemble à un exercice que quelqu'un écrivait pour soi, pour sentir le pouvoir des mots. Le contrôle, ce ne sont pas des gestes bruyants. Le contrôle, c'est quand une personne choisit elle-même ce que tu lui as suggéré. Elle considère la décision comme sienne et remercie. Plus loin, un paragraphe sur la faiblesse des autres, sur comment le bon ton et la bonne promesse forcent l'interlocuteur à faire un pas qu'il n'aurait pas fait sans guidance douce. Parfois, l'auteur passe aux tournures juridiques, comme si les experts remarquent aussi la structure du texte. Il est daté d'1 an avant la dernière disparition, mais on y trouve des corrections et ajouts qui furent faits plus tard. Cela signifie que l'auteur y revenait. À côté, un deuxième fichier, plus court, une énumération de phrases avec lesquelles il est pratique de commencer une conversation. Regardons ton CV. Je connais des gens qui ont besoin d'un stagiaire. Je ne promets rien, mais je vais essayer. L'écriture est la même, sèche, sans émotion. Tous les pronoms personnels sont enlevés, comme si l'auteur effaçait consciemment les traces d'empathie. En parallèle, des spécialistes extraient l'historique de navigation des dernières années. Il n'y a rien d'ouvertement criminel, mais on remarque une séquence de requêtes de recherche. Psychologie de la persuasion. Comment établir rapidement la confiance. Méthode de poignée de main. Puis, de longues chaînes de liens vers des forums, où sont discutées les limites éthiques de la manipulation. Sur un des fragments sauvegardés, une discussion étrangère où l'auteur n'écrivait pas, mais sauvegardait des commentaires sur les pratiques d'influence sur l'interlocuteur en mode hors ligne. Les juristes du groupe rappellent, de tels textes en soi ne prouvent aucun crime. Des milliers de personnes lisent des livres sur la négociation. Mais en liaison avec ce qui est déjà là, témoignages sur l'activité nocturne sur le toit, étranges achats, incohérence des données de téléphonie mobile et répétition dans les disparitions, ce brouillon devient la première clé psychologique. Il montre comment une personne voit son entourage, non pas comme des voisins, non pas comme des clients, mais comme un système de leviers et de boutons. Le fragment le plus inquiétant, quelques lignes où l'auteur réfléchit sur les lieux neutres. Les gens se sentent en sécurité là où tout est familier. Lumière, odeur, conversation en arrière-plan. Si le lieu semble étranger, ils se fatiguent et acceptent plus vite, juste pour terminer la conversation. Il est important de ne pas leur donner le temps de réfléchir. Ce n'est pas un plan et pas une instruction, mais c'est une façon de penser. Élaborée, froide, sans spontanéité. Quand les spécialistes composent le rapport, ils soulignent « brouillon récupéré trouvé avec un style unique qui correspond au document de travail de Martinsen. Page sauvegardée localement sur les méthodes de persuasion. Modèle de phrases avec lesquelles il est facile de commencer des connaissances et d'offrir de l'aide. » Tout cela se compose en images d'une personne pour qui la communication n'est pas amitié et pas coopération, mais ingénierie comportementale. Une telle conclusion ne peut pas être mise sur la balance à la place de preuves matérielles, mais elle donne une direction à l'enquête. Ne pas chercher. Et à ce moment, la poussière numérique cesse d'être seulement une collection d'octets. Elle devient une fenêtre dans la tête d'une personne qui possiblement pendant des années perfectionnait les moyens d'approcher, de gagner, de promettre et de disparaître. En avant, des expertises plus compliquées, comparaison des métadonnées avec les dates de disparition, analyse des connexions e-mail, recherche de correspondance entre les carnets des disparus et les contacts trouvés sur le disque dur. Mais le principal s'est déjà produit. L'enquête a obtenu non pas une carte physique, mais psychologique. Et cette carte mène. Il y a aussi de petits traits qui composent le caractère. Sur le bureau, un dossier « Drivers », bien qu'il n'y ait dedans aucun pilote, mais des textes avec des noms neutres. readme.rtf, note.txt. Les dates de création sont ajustées à l'installation du système, mais le temps d'édition va obstinément vers minuit.
Système d'exploitation. Windows 2000. Le disque dur en FATA32 conserve les queues des documents supprimés dans les clusters libres, et à travers eux, on voit, l'auteur revenait souvent aux mêmes phrases, corrigeait les verbes, enlevait les pronoms. Même les noms de dossiers trahissent la minutie. Archive 1, archive 1A, archive finale. Ce n'est pas une preuve en tant que telle, mais c'est une écriture, calme, calculée, habituée à classer les gens dans un tableau. Et c'est précisément cette écriture, trouvée dans la poussière numérique, qui est un point de repère. Ne pas chercher des traces de combat, mais des points où la conversation est devenue transaction. Information sur un antécédent judiciaire du témoin principal James Rivers fait surface. En un moment, le seul indice est remis en question. Si le témoin a une fois transgressé la loi, peut-on faire confiance à ses paroles sur l'homme sur le toit ? La défense de Martinsen saisit cette occasion à deux mains. Les avocats agissent rapidement. Sur la table de la presse, ils posent le fait. En 1997, Rivers reçut une condamnation avec sursis pour une bagarre dans un bar. Conflictuel, enclin à l'exagération, formule-t-il ainsi, laissant entendre que les ombres nocturnes sur le toit pourraient être nées de l'imagination. Des formulations précises mais accrocheuses entrent en usage. Aversion personnelle, désir d'attention, possible récompense pour information. Lors d'une rencontre avec la police, l'avocat de Martinsen dit directement « Vous construisez une affaire sur une personne qui elle-même n'est pas capable de se maîtriser. » La police est forcée de vérifier la version de la vengeance. Il s'avère que Rivers était un ami proche d'un des disparus et avait mal supporté sa disparition. Oui, cela peut le rendre partial. Mais la version « Il a décidé de calomnier Robert » exige des faits. Il les cherche dans les détails. L'interrogatoire dans le bar confirme. La nuit de la disparition, Rivers était vraiment là jusqu'à minuit. Paya avec sa carte, donna un pourboire. 2 employés se souviennent de sa veste avec écusson. Ensuite, l'itinéraire. Selon les signaux de téléphonie mobile, le téléphone de Rivers se déplace le long de la ligne prévisible. Bar, arrêt, pâté de maison vers sa maison, puis la rue de Martinsen, où le signal pendant 1 minute capte un émetteur voisin et de nouveau départ vers la maison. Cela correspond temporellement au moment supposé où il vit la silhouette sur le toit. Il vérifie aussi le lien avec Martinsen. Aucun conflit n'est trouvé. Rivers n'a jamais plaidé contre l'avocat et ne s'est pas croisé professionnellement avec lui. En revanche, apparaît autre chose. Quelques semaines avant la disparition, il avait essayé de contacter les autorités municipales avec la demande de chercher plus activement l'ami. Ses lettres sont sèches, sans hystérie, en eux, seulement des faits. Cela convient mal à l'image d'une personne qui prétendument cherche bruyamment la vengeance. En un jour, l'image se clarifie. Oui, Rivers a un vieil antécédent. Une bagarre qui s'est terminée sans conséquences graves. Mais dans l'histoire actuelle, ces paroles sont soutenues par le temps, les itinéraires et les témoins. Un motif pour une calomnie ne se trouve pas. La police ferme cette branche. La version de la vengeance personnelle ne se confirme pas. Et paradoxalement, c'est précisément cette tentative de discréditer qui renforce la ligne principale. Quand on enlève le doute, tout le reste demeure. Témoignages, tickets pour sacs industriels et chauds, incohérence des données de téléphonie mobile et une série de disparitions qui s'étend sur des années. La flèche montre de nouveau la maison à Palo Alto. Sur la table de l'enquêteur apparaît un dossier avec mention « Rivers, disculpé ». Ensuite, seulement les faits et ce qu'ils trouveront derrière la porte de la cave. Dans les archives du tribunal pour mineurs est découverte une affaire fermée. L'adolescent Robert Martinsen était accusé de cruauté envers les animaux. C'est la première tâche officiellement fixée sur l'image parfaitement construite de l'avocat adulte. L'enregistrement est bref, sec.
Incident comportemental, réconciliation avec la famille de la victime, obligation thérapeutique. Le papier a plus de 20 ans. Les bords sont jaunis, mais le sens n'a pas pâli. Autrefois, Robert avait déjà eu un comportement que les adultes considéraient comme fraude et comme dangereux et nécessitant correction. Quand les enquêteurs commencèrent à dérouler le passé, le fil menait dans les profondeurs, là où bruissent les vacances d'été et où ça sent la cantine scolaire. Une cousine éloignée se souvenait. Il pouvait être poli jusqu'à la froideur. Si ce n'était pas selon lui, visage de pierre, silence et regard de côté. La tante raconta un dîner de famille. Quelqu'un se moquait de Robert et il se déconnecta comme posa soigneusement le verre, sortit dans la cour et cassa avec une raquette de tennis un vieux vase en céramique, puis revint à table comme si rien ne s'était passé. Le lendemain, les éclats furent ramassés, le sujet fermé dans la famille. Il y eut aussi un épisode du bazar scolaire. L'institutrice, déjà retraitée, se souvenait de lui comme le plus rassemblé des garçons. Il était responsable de l'ordre au stand et remplissait le rôle de l'aîné. Plusieurs écolières se plaignirent ce qu'il commandait trop durement, exigeaient que tous restent selon les instructions, même quand il faisait chaud et qu'elle voulait s'asseoir. L'institutrice remarqua. Il ne grondait pas. Il faisait simplement en sorte que tu sois d'accord toi-même. Cela sonne comme un éloge pour la discipline, mais dans sa voix, il y avait de la prudence. L'adolescent se plaisait trop dans le rôle d'une personne qui dirige les autres. Le dossier d'archives, extrait du fond fermé, décrit un conflit dans la cour des voisins. Dans les matériaux, les détails sont évités. La formulation est presque stérile. Traitement non éthique d'un animal domestique. La famille n'insista pas sur la punition, mais sur la thérapie corrective. Le tribunal pour mineurs prit en compte l'âge et le comportement exemplaire à l'école. L'affaire fut dirigée vers la réconciliation et placée sous la rubrique « fermée sous condition ». Depuis, de nombreuses années ont passé, mais déjà le fait de l'existence d'un tel épisode pose une question directe. D'où vient chez un adolescent une telle disponibilité froide à tester les limites ? Un voisin des rues de l'enfance dit que Robert ne supportait pas de perdre. Nous jouions au basket-ball et il ne se disputait jamais sur le score. Quand il n'arrivait pas à gagner honnêtement, il terminait simplement le jeu, comme s'il éteignait la lumière. Tout se dispersait. Et le lendemain, il faisait comme si hier n'avait pas existé. Une autre parente se souvenait d'explosions soudaines, pas de cris, un monologue froid. Il pouvait expliquer pourquoi tu n'avais pas raison, de sorte qu'on voulait disparaître. Dans ces descriptions, il n'y a pas d'effet grossier, mais on sent toujours une force qu'il préférait ne pas montrer, mais doser. Ainsi naît une image psychologique qui correspond à ce qui fut trouvé dans son ordinateur. Intérêt pour le pilotage doux, pour les mots qui rendent commodes les décisions étrangères. Le passé ne ressemble plus à une ombre accidentelle. Il rime avec le présent, avec les promesses « j'aide à l'emploi », avec les tickets pour sacs industriels, avec la silhouette nocturne sur le toit. Les détails de l'enfance ne remplacent pas les preuves, mais ils expliquent pourquoi le contrôle extérieur et le calme intérieur purent devenir pour lui un mode de vie. Juridiquement, tout cela n'est pas une preuve. Le tribunal ne rend pas de verdict pour un regard et une façon de parler. Mais pour l'enquête, de tels traits sont importants. Ils indiquent où chercher des traces et qui interroger davantage. Si une personne est habituée à ne pas élever la voix, mais à forcer au consentement, alors ses promesses pouvaient sonner particulièrement convaincantes pour de jeunes hommes qui avaient besoin de soutien. Cela signifie qu'il vaut la peine de vérifier les listes de bénévoles aux soirées de charité, de comparer à qui ils donnaient des cartes de visite, d'extraire les appels des téléphones des disparus et de regarder dans les carnets de qui son numéro apparaît. Derrière chaque telle correspondance peut se cacher une nouvelle scène de connaissances, habillée des bons mots. L'enfance garde généralement les motifs en silence, mais quand le modèle se répète, pause froide avant l'action,
Démonstration précise de force, aspiration à fermer la scène sans bruit, ce n'est déjà plus un ensemble de hasards. C'est un système de coordonnées, et c'est précisément avec ce système que le groupe d'enquête retourne au travail sur le mandat de perquisition. Il faut nettoyer ce qui était resté dans la maison. Grenier déjà inspecté, garage aussi. Reste la cave avec armoires et étagères, où de vieilles boîtes se tiennent en rangée parfaite, comme si quelqu'un s'était entraîné toute sa vie à ne laisser aucun chaos. Les enquêteurs vérifieront chaque coin, mais attention particulière, aux portes en bas et à la serrure qui semble plus neuve que tout autour. Le passé ne prouve aucune culpabilité. Il explique seulement pourquoi une personne avec une telle histoire put mener pendant des années une double vie et ne donner aucune occasion. Pour le spectateur, c'est un tournant. Le portrait de Martensen cesse d'être une vitrine propre. Devant nous, une figure qui depuis longtemps a développé un langage de contrôle et l'habitude de cacher les conséquences. Cela signifie que chaque nouveau fait n'est déjà plus un fragment, mais une partie de la construction générale. Et c'est précisément cela qui pousse l'enquête à accélérer les expertises et à ouvrir cette porte vers le bas, marche par marche, vers les réponses. L'enquêteur étale les dossiers sur la table et pose sans théâtre superflu 3 feuilles. Il communique. La police a confirmation des achats de sacs industriels et de chaux. Il y a un brouillon de lettres récupéré sur le contrôle. Il y a une note d'archive sur un épisode inquiétant de jeunesse. La lampe donne une lumière régulière. La climatisation ronfle. Dans le coin clignote un dictaphone. Tout est arrangé de sorte qu'aucun doute ne reste. Il ne s'agit pas de rumeurs, mais de faits. Martensen, cependant, ne laisse échapper aucune émotion. Il est assis droit, mains jointes, regard calme. Écoute l'énumération des preuves et dirige chaque fois les yeux vers son avocat. Celui-ci hoche à peine perceptiblement et rappelle la stratégie. Aucune explication, aucune improvisation. Le silence comme position, juridiquement impeccable, humainement impénétrable. Dans ce silence, il n'y a aucun défi. Seulement une politesse égale avec laquelle il était habitué à désarmer les interlocuteurs aux soirées de charité et négociation. L'enquêteur continue. Devant lui une chronologie, soirée des achats, brève sortie du téléphone de la zone domestique, silhouette sur le toit, coïncidant temporellement avec la disparition. Copies de tickets, relevés de téléphonie mobile, attestation des archives. Tous ces carrés se composent en puzzle. Mais au lieu d'une réponse, la même pause apprise. Martensen n'avoue pas, ne conteste pas, et ne propose aucune explication domestique. Il semble absorber les questions et rendre un silence de même densité. La tentative d'approcher de l'autre côté, également dans le vide. Allusion au profil psychologique, à l'intérêt pour les manipulations dans les anciens fichiers, au modèle récurrent de connaissances avec de jeunes hommes, tout cela est fixé dans le protocole, mais ne rencontre ni consentement ni réfutation. L'avocat rappelle tactilement le droit du mandant au silence, et chaque point suivant s'enlise dans cette formule impeccable. À la fin de l'interrogatoire reste le sentiment d'un mur. L'enquêteur comprend. La conversation est épuisée. Si des réponses existent, alors pas dans cette pièce. Elles sont dans la maison sur la rue tranquille de Palo Alto, dans les pièces où les invités ne vont généralement pas, et particulièrement là où l'air est plus froid et sans la poussière. Cela signifie qu'il reste le seul mouvement prévu par la loi et le bon sens. Perquisition élargie avec focus sur la cave et toutes les zones fermées. Le matin est déjà fixé, groupe distribué, et la prochaine scène de cette histoire commence avec le grincement d'une clé dans une serrure de fer. C'est précisément là que se décide qui est vraiment Robert Martensen. Voisin impeccable, entraîné dans une histoire étrangère ou une personne qui pendant des années construisait une façade. Au portail, ruban, boîte étiquetée, caméra chargée. Il reste à ouvrir la porte en bas sur des marches en bois. Le groupe d'enquête descend dans la cave. Ainsi, c'est aussi écrit dans le protocole.
descente, inspection, fixation photo. Pas de pathos. Seulement des pas sur des marches en bois, air froid d'en bas et le sentiment que sous la maison de l'avocat respecté attend déjà la réponse. Ruban à l'entrée, gants enfilés, lampe de poche vérifiée. Le chef de perquisition note l'heure, indique la composition du groupe et l'équipe se distribue par secteur. À droite, étagère, à gauche, armoire, dans le coin arrière, une vieille commode qui, selon les paroles de la maîtresse de maison, n'avait pas été ouverte depuis longtemps. La cave ressemble à des archives de vie ordinaires qui s'étendent sur des décennies, boîtes avec jouets d'enfants, lampes sans abat-jour, fauteuils aux accoudoirs affaissés. Mais l'ordre parfait a un trait étrange. Les choses se tiennent trop droites, comme si elles avaient été alignées à la règle. Un enquêteur remarque des traces fraîches sur le sol. Roues étroites d'un chariot ont mené 2 pistes parallèles de l'escalier au mur arrière. Le deuxième fixe dans le protocole. Le troisième fait des photos. Tout au maximum, selon le manuel, parce que c'est précisément ainsi qu'on attrape les gens qui vivent sur le contrôle. La commode touche de son dos au mur. Le bois brille de cirage frais, trop propre pour une pièce où s'accumule la poussière pendant des années. Il la pousse soigneusement, et derrière le dos s'ouvre une niche, comme un vide que la maison ne voulait pas montrer. Là se tiennent des sacs plastiques industriels, noirs, denses, cachés dans l'ombre. D'abord ils en voient 2, puis encore plus. La lampe de poche glisse sur la surface plastique et il devient clair. Ce n'est pas un reste de réparation et pas une réserve de déménagement. Devant les enquêteurs, une cachette qui ne fut pas assemblée pour un jour. L'odeur dans la cave change, devient dense, lourde. Personne ne dit rien à haute voix, mais tous comprennent qu'ils ont trouvé précisément ce pourquoi le juge avait mis sa signature. Le chef demande de ne rien toucher sans marquage. Les sacs sont numérotés, distance au mur et meubles mesurés, taille inscrite. Le protocole va ligne par ligne, comme un métronome. Le deuxième groupe décrit l'arrangement des meubles, commode, une pièce, armoire, 2 pièces, étagère métallique, une pièce, boîte en carton, 7 pièces. Puis suit un chiffre important. Après le déplacement complet et la nouvelle inspection, le nombre exact est retenu. 23. L'inscription du protocole est brève. 23 sacs de type industriel découverts, arrangés en rangées dans la niche entre le mur et l'arrière de la commode. État. Non ouvert pour inspection jusqu'à l'arrivée des experts. Ce chiffre prononcé, à haute voix, semble déplacer l'air dans la pièce. Le silence devient autre. En lui ne réside plus l'attente, mais la certitude. Des techniciens en criminalistique sont appelés sur les lieux. Chaque sac, une scène propre. Les marquages sur le plastique sont fixés, comparés avec les tickets de caisse trouvés dans les poubelles. Sur le sol, trace d'une substance poudreuse qui rappelle la chaux. Un échantillon est prélevé dans un sac séparé. Le photographe technique fait une vue générale de la niche, un plan général de la cave, gros plan des coutures et nœuds. Tout se passe lentement, sans précipitation et parole, car maintenant chaque faux mouvement est un détail perdu pour le futur procès. Quand le premier lot de matériaux est scellé, le chef de perquisition donne l'ordre de remonter. En haut, un bref rapport. Robert Martinson se trouve sous surveillance d'agents dans la maison. Son visage reste calme, mais cette fois son silence manque de l'assurance habituelle. Les pièces à conviction de la cave ne sont pas un témoignage et pas une dispute sur les interprétations. Elles sont une réalité matérielle qu'on ne peut expliquer par rénovation ou besoin ménager. La décision est prise immédiatement et conformément à la loi. Robert Martinson est arrêté. On lui lit les motifs. La découverte de sacs industriels au nombre de 23, correspondant en type et date d'achat aux achats documentés par ticket de caisse. La présence de traces d'une substance semblable à la chaux dans la cave. La SEM,
correspondance avec les données sur une série de disparitions. À ses poignets, menottes. La maison où hier encore on servait des canapés et jouait du jazz doux résonne maintenant autrement. Pas, ordre, bruissement de sac à pièces à conviction. Dehors se rassemblent déjà les voisins. Ils regardent le ruban au portail comme s'il avait divisé leur monde en avant et après. Pour les enquêteurs commence cependant une phase où il n'y a pas de place pour les émotions. Inventaire, transport, expertise, comparaison des couches plastiques avec le lot du fabricant, biologie et ADN. Mais le principal s'est déjà passé en bas, au mur, derrière la commode poussée. Cette découverte n'a besoin d'aucune interprétation. Elle ne s'appuie sur la mémoire de personne ou l'évaluation subjective. C'est un fait, et c'est précisément ce fait qui deviendra le point de départ d'où naîtra tout le reste. L'accusation officielle, conférence de presse, page infinie d'expertise. L'histoire qui si longtemps était cachée par des rangées ordonnées de boîtes se termina au moment où le faisceau d'une lampe de poche glissa sur le plastique noir et s'arrêta au chiffre 23 dans le protocole. Après, le tribunal et les réponses aux questions dont cette ville avait accumulé trop. Mais déjà maintenant c'est clair. Le chemin vers cela commença avec les marches vers la cave et la ligne « Trouvé » 23. Après son arrestation, Robert Martinson ne dit pas un seul mot sur l'acte. Dans les protocoles, cela se lit sèchement. Position. Silence. Aucun aveu. Aucun commentaire spontané. L'élucidation se fait sans sa participation. Le silence de l'accusé déplace le focus sur le travail des techniciens en criminalistique et la routine où précisément les détails deviennent la voix de ceux qui ne peuvent plus parler. Dans les salles fraîches du laboratoire, les sacs de la cave sont examinés un par un. Chacun, une scène propre, un numéro propre. D'abord, l'inventaire extérieur. Vêtements, chaussures, accessoires, tout petits objets des poches. Tout ce que le temps a pu préserver est soigneusement nettoyé et étalé sur des plateaux. Le chef du groupe note, veste en jambe bleu foncé avec usures au coude, pull avec une bande lumineuse sur la poitrine. Montre avec bracelet en tissu ne marche pas. Les détails ne sont pas collectés par curiosité, ils deviennent un pont vers les noms. En parallèle se déroulent les procédures biologiques. Des échantillons sont envoyés pour typage ADN. L'année 2001, ce ne sont pas encore des tests rapides qui donnent des résultats en une nuit. Les spectres apparaissent lentement, par morceaux. Les correspondances ne sont confirmées que par répétition. Les enquêteurs apportent des brosses à cheveux, de vieilles brosses à dents, des lettres. Tout auraient pu rester des traces biologiques domestiques. Les premiers résultats arrivent doucement, sans fanfare. Dans le tableau apparaissent à côté de certains numéros des mentions comme « correspondance possible ». Les lignes sont encore grises, mais elles tirent déjà des fils vers des familles concrètes. Les familles ne viennent pas au commissariat à cause d'une sensation, mais pour pouvoir mettre un point final. On ne leur montre pas d'enregistrement et pas de photos du lieu de découverte, mais des objets. C'est précisément eux qui restent, même après des années, le langage le plus compréhensible de la mémoire. La sœur d'un des disparus reconnaît un écusson rare sur la manche d'une veste. Nous l'avons cousu nous-mêmes, le fil nous manquait. C'est pourquoi la couture est inégale. Le père d'un autre demande à tenir la montre. C'était un cadeau. D'anniversaire de lui, sur l'intérieur de la boucle, il y a une minuscule rayure d'une tentative ratée de raccourcir le bracelet. Les objets ne se disputent pas et ne se trompent pas. Leur histoire se lie avec les doigts. Au milieu de la semaine, il y a plus de lignes noires dans les rapports de laboratoire, profil confirmé. Il se passe ce que la ville craignait et en même temps attendait. Les inconnus cessent d'être seulement des numéros. Ce sont encore des documents lourds, mais en eux apparaissent des noms de famille. Un après l'autre naissent des contacts par lesquels les personnes disparues entre 1998 et 2001 sont mises en ordre. Dans cette ligne se détache particulièrement le dernier disparu.
celui avec qui commencèrent les enquêtes. Pour James Rivers, cette phase n'est pas un pur travail de bureau. Il est invité à l'identification d'objets. Il se tait longtemps devant le récipient transparent où gisent un jean gris et une veste noire avec doublure rouge. Selon le protocole, on ne peut rien souffler au témoin. Il parle de lui-même. C'est la veste de Lucas. La doublure est déchirée à la poche. Nous plaisantions que la poche était un abîme et il l'avait réparée de l'intérieur avec du scotch. L'expert montre avec précaution l'endroit. La colle est effectivement visible comme une cicatrice. Sur un autre plateau, des lacets qui sont noués d'un nœud, comme nous disions chez nous dans le quartier, un double nœud de marin. Ces petites choses sonnent plus convaincantes que n'importe quel discours. Quand arrive la confirmation ADN, se ferme pour les enquêteurs un cercle. Le témoignage du témoin sur la nuit de la disparition, les vêtements trouvés dans la cave, la biologie correspondante et, le principal, la reconnaissance par l'ami, la chaîne, Rivers, Lucas, maison de Martinson, est fixée dans les rapports non plus comme version, mais comme fait établi. Le silence de Martinson n'est plus une défense. C'est maintenant seulement l'absence de commentaires aux documents. La ville vit des jours difficiles. Dans les journaux sont imprimées des listes des noms identifiés. Devant le commissariat apparaissent des fleurs. Mais dans la chronique de l'enquête elle-même se produit un déplacement important. Le rôle du seul témoin initiateur passe au second plan. Et à sa place vient la mathématique froide des laboratoires. De fils séparés se tisse un tapis. Le procureur a maintenant ce qu'on appelle une chaîne de preuves. Découverte matérielle de la cave, reçu d'achat, brouillon numérique et profil confirmé. Et pourtant l'humain reste le principal. Dans la salle d'identification, Rivers demande à fermer le récipient. Il n'est pas un héros et pas un chasseur de justice. Seulement un homme qui a trouvé une preuve là où elle avait trop longtemps manqué. Maintenant, les enquêteurs ont quelque chose sur quoi s'appuyer non seulement juridiquement, mais aussi émotionnellement. La ligne du témoin est liée à la dernière victime et à la maison de Martinson. La suite, c'est l'inculpation pour chaque épisode établi et la préparation au procès où les chiffres et les choses parleront à la place de celui qui a choisi le silence. La préparation au procès commence par le principal, le temps. Une expertise établit la date de mort de la victime la plus ancienne, juin 1998. Dans ce seul mois se sent une longue ombre. Cela signifie que tout dura des années, pas seulement des saisons. À partir de cette balise, les enquêteurs construisent une ligne qui disparut quand Martinson était dans la ville. Quelle soirée de charité coïncidait avec les disparitions et où son téléphone s'allumait dans les heures nocturnes. La mathématique froide transforme le chaos en séquence. Ensuite, vient la tentative de comprendre comment. L'image se compose d'habitudes et de petites choses. Extérieurement, cela semblait inoffensif. Carte de visite d'avocat, conversation sur les perspectives, un rendez-vous pour une petite heure, pour regarder le CV. Il utilisait le fait que les gens à Palo Alto étaient habitués aux invitations polies, pour un café après une conférence, pour un verre de vin après une soirée de charité. Plusieurs épisodes confirmés montraient le même modèle. Une brève connaissance, la promesse de contact avec des personnes importantes, l'échange de numéros, puis le passage rapide dans un espace privé. Chez moi, c'est calme. J'ai une imprimante et un bureau. La maison fonctionnait comme une scène. Au rez-de-chaussée, ordre parfait et objets habituels d'une vie de famille. Au premier étage, le bureau de travail que l'invité entrait comme chez un mentor. Et seulement en dessous, une pièce où il n'était pas nécessaire de parler, la cave avec étagère, armoire, la niche derrière la commode. Selon l'expertise, c'est précisément là que furent trouvées plus tard des traces de chaux et de plastique correspondant aux achats. Ce n'est pas une énigme policière romantique, mais un rythme, amener, isoler, enlever la possibilité de téléphoner, conclure.
Les détails n'ont pas besoin d'être décrits. Il suffit que chaque détail de la maison était accordé à la tâche principale, rendre une personne étrangère contrôlable et discrète. Les intervalles entre les épisodes ne s'expliquent que par sa discipline. Il n'était pas pressé. Entre les disparitions passaient des mois. Pendant ce temps, le Robert public renforçait sa façade. Nouveaux projets, photos du conseil scolaire, sorties de week-end. Sur l'ordinateur sont conservés des modèles de texte comme « Comment bien commencer une conversation ?» et « Comment proposer de l'aide pour qu'on vous choisisse ?» Ces brouillons riment avec les témoignages des proches. Presque dans chaque cas était promis un chemin dans la profession ou un stage chez des connaissances. Il cherchait ceux qui étaient à un carrefour, en recherche d'argent, de logement, de contact. L'offre sonnait comme une bouée de sauvetage et le lieu de rendez-vous, comme une continuation naturelle de la conversation. La dernière partie du schéma, la conservation. La cave était préparée à l'avance, une commode qu'on pouvait déplacer, une rangée propre de sacs industriels, de la chaux pour couvrir l'odeur, dans un carnet noté les mesures de la niche. Ce n'est pas une improvisation de peur, mais un plan conçu pour des années. Et il fonctionnait jusqu'à ce qu'apparaisse dans la chaîne une personne prête à remarquer un détail, une silhouette sur le toit, et à ne pas céder, même quand on essaya de l'écarter avec le mot « ancien condamné avec sursis ». Aussi, la version avec le toit s'insère dans la logique. Contrôle nocturne, déplacement d'objets lourds, tentative d'évacuer l'air par la ventilation du grenier. Les experts sont prudents dans leur formulation, mais des détecteurs de poussière sur les poutres et une trace de lubrifiant frais sur la trappe montrent qu'on montait en haut plus souvent qu'il n'est habituel dans une maison normale. Peut-être vérifiait-il ainsi comment la cave tenait et quand il était temps de réarranger les meubles. Jusqu'en juillet 2001, les enquêteurs obtiennent une séquence qui se pose sur une carte et un calendrier. En bas, une liste avec des noms, en haut, de brèves notes sur le jour où chacun d'eux disparut. Dernier appel, zone centre-ville, vue près du supermarché. Parlait avec un avocat qui promettait de le présenter à un employeur. Avec l'établissement des correspondances biologiques, les suppositions deviennent des paires, noms, objets, lieux. Le motif dans cette reconstitution ne sonne pas comme un éclat. Il ressemble plutôt à une habitude du pouvoir. Faire croire à quelqu'un que le choix était fait volontairement, tenir fermement la situation, mieux effacer les traces qu'on efface des fichiers d'un disque dur. À une personne avec une telle façon de penser, il n'était pas difficile de vivre dans deux réalités. Le jour, costumes impeccables et discours corrects. La nuit, logistique silencieuse et contrôle de l'espace. Aucun des éléments ne semblait unique, pris séparément. Mais ensemble, ils formaient un système qui permettait aux gens de disparaître sans laisser de questions jusqu'à ce qu'il y ait trop de coïncidences à la fois. C'est précisément cela qui devient la conclusion de la reconstitution. Les enquêteurs ne font pas face à un éclat ou un effondrement, mais à une activité méthodique, organisée, qui s'étendait sur 3 ans. La base, le statut, le langage des promesses et une maison arrangée comme un mécanisme. Le devant, la décence, le dos, bureau de travail, escalier, la niche derrière la commode. Quand tout cela était mis en une seule ligne, les étapes suivantes séquemment sont inévitables. L'accusation pour chaque épisode séparé, la précision des dates, la présentation du schéma général au juré. Et ce n'est plus tant la question « pourquoi ?», mais comment il put rester inaperçu si longtemps. La réponse semble simple et effrayante. Il l'apprenait depuis des années, pendant que la ville s'habituait à son sourire. La phase suivante est le traitement juridique de cette image pour le tribunal. Diagramme temporel, plan de maison, tableau d'achat, comparaison des signaux de téléphonie mobile avec les dates de disparition. Précisément l'histoire qu'il essayait de garder dans l'ombre sera maintenant étalée sur des pages, schémas et témoignages. Après la reconstitution, il ne reste qu'à faire ce pourquoi elle était menée. Montrer aux jurés que façade et essence peuvent vivre sous un même toit
précisément jusqu'au jour où une lampe de poche dans la cave éclaire le chiffre 23 et marque le début de la fin. Les avocats de Robert Martenson plaident son irresponsabilité causée par une dépression et un traumatisme d'enfance. Ainsi sonne leur ligne principale dans la salle d'audience. Devant les jurés se trouve non pas un prédateur calculateur, mais un homme brisé qui n'était pas conscient de ses actes. Ils montrent des extraits d'un psychologue familial vieux de 10 ans où sont notés des épisodes d'humeur déprimée, mentionnent une procédure fermée de tribunal pour mineurs et essaient de la lier à une psyché instable. Ils demandent de regarder Martenson avec compassion et de parler non pas de punition, mais de traitement. Ensuite, la salle voit comment la défense essaie de donner substance aux paroles. Ils invitent des experts prêts à discuter des questions générales sur la dépression. Ce qu'est cet état, à quoi il peut mener, comment il influence le contrôle. Mais à la question cruciale du juge, s'il y a des expertises médicales concrètes sur l'irresponsabilité au jour des actes, les experts doivent admettre de tels documents n'existent pas. Pas d'hospitalisation, pas de thérapie prescrite, pas de diagnostic confirmé par observation. Il y a des récits sur le stress au travail. Il y a des souvenirs familiaux de fermeture. Mais il n'y a pas ce qui, devant un tribunal, vaut comme preuve. L'accusation travaille différemment, factuellement. Aux jurés sont montrées des photos de la cave, la niche derrière la commode, les sacs numérotés, la correspondance aux mesures. À côté sont posés des reçus pour l'achat de plastique industriel et de chaux, dont les dates coïncident avec les disparitions. Sont lus des rapports sur les données de télécommunication, le mouvement du téléphone de Martenson la nuit du dernier acte, de brèves déviations de la zone domestique. Puis, les brouillons numériques de l'ordinateur, texte sur le contrôle et liste de phrases pour établir des contacts. Chaque objet n'est pas une théorie, mais une unité mesurable. Le procureur construit sans voix élevée une chaîne. 1998, la première date établie. 2001, la dernière. Entre le même schéma d'action. Un témoin voit une silhouette sur le toit. Les vêtements trouvés sont confirmés par ADN. Rivers reconnaît la veste de son ami à la doublure déchirée. Et toute cette ligne mène à une seule adresse, la maison à Palo Alto. Dans le discours, il n'y a pas de superlatif fort, seulement un calendrier, une carte, des reçus et des rapports de laboratoire. La dernière diapositive, un tableau où à gauche se trouvent les noms des victimes identifiées et à droite, les découvertes matérielles correspondantes. La défense demande à exclure une partie des matériaux comme préjudiciables. Le tribunal rejette les demandes. Ils reviennent de nouveau à la thèse de l'effondrement psychique. Mais dans le contre-interrogatoire, leur expert admet « L'irresponsabilité est une catégorie juridique qui exige la perte prouvée de la capacité de reconnaître la nature des actes à un moment donné. » Sous cette barre ne passe pas l'image présentée. Il devient évident, la tentative de déplacer la conversation du niveau des faits au niveau des émotions ne crée pas le pont nécessaire vers un acquittement. Dans les plaidoiries finales, le procureur parle brièvement. Devant les jurés ne se trouve pas un hasard et pas une démence, mais un comportement systématique qui ne s'explique pas par le seul mot « dépression ». Il rappelle que des milliers de personnes vivent avec ce diagnostic et ne transforment pas leur maison en cachette. Lui fait écho la force sèche des protocoles. Chaque découvert, fixé, correspond, est une brique dans l'édifice de l'accusation. Les jurés se retirent pour peu de temps. Dans la salle, règne cet air qui existe avant le coup de sifflet final. Une pause suspendue où le temps semble durer plus longtemps que sur l'horloge. Quand les jurés reviennent, le président annonce la décision. Coupable dans toutes les affaires accusées. La défense demande à considérer les circonstances atténuantes. Le juge répond comme il doit répondre avec une telle masse de faits. Le verdict n'est pas déterminé par des paroles sur les sentiments, mais par la gravité des actes établis et l'ampleur de leurs conséquences. Dans le verdict, il n'y a pas d'ambiguïté. 23 condamnations à vie
sans possibilité de libération conditionnelle anticipée. La formulation sonne égale et froide, comme un tampon. Mais chacune de ces peines est une histoire propre, avec un nom qu'on ne peut plus appeler disparu. Martinson écoute sans changer d'expression. Sa défense annonce qu'elle fera appel, mais même cela sonne rituel face au poids des preuves. Après l'annonce, le tribunal rend aux parties ce qui leur appartient. À la famille, le droit à un enterrement et à la mémoire, à la ville, la possibilité de ne plus vivre de rumeurs. Pour les enquêteurs commence la dernière partie papier du chemin, la transmission des matériaux aux archives et l'accompagnement des procédures d'appel. Mais pour l'histoire, ce point se lit simplement. La tentative de se cacher derrière des mots sur une maladie n'a pas résisté à la confrontation avec les faits. La façade de la vie normale tint jusqu'à ce qu'on y pose un calendrier, des reçus et les résultats d'expertise. Restent les biographies, de ceux qui furent ramenés avec des noms et de ceux qui doivent encore être officiellement identifiés. Le tribunal de district ferme la séance et la ville quitte le bâtiment avec le sentiment que la vérité parfois semble ennuyeuse. Tableau, protocole, un verdict. Mais c'est précisément elle qui ferme les histoires. Et celle-ci est fermée. Coupable, 23 fois à vie, sans droit à libération anticipée. La maison de Robert Martinson à Palo Alto fut démolie sur décision de l'administration municipale. Un chantier occupa la cour. Et un jour plus tard, de la façade ne restait que poussière et traces de fondation qui ressemblaient à une cicatrice rectangulaire sur la terre. L'adresse fut retirée des cartes touristiques, le terrain clôturé d'une barrière verte, et on promit d'y aménager un petit parc. Les citoyens disaient dès qu'ainsi on pouvait respirer plus facilement. Disparut la maison, disparut aussi l'ombre qu'elle jetait sur tout un quartier. La famille déménagea discrètement. Une voisine se souvenait comment un camion avait emporté tôt le matin des caisses avec dessins d'enfants et un vieux piano. Puis vint la nouvelle. Ils avaient qu'à changer de nom de famille et d'école et demander qu'on ne les cherche pas. Les voisins ne s'opposèrent pas. Dans cette ville, on sait laisser les gens tranquilles. Ne restait là que la boîte aux lettres avec le nom repeint et un crochet vide où autrefois pendait une couronne de Noël. Le soir, maintenant les joggeurs s'arrêtent là, lassant leurs chaussures et repartent en courant, sans arrêter le regard. La ville vécut ce cas ensemble avec les familles des victimes identifiées. Sur les marches de la mairie furent lus les noms, à côté allumés des bougies, et une organisation caritative créa une bourse en leur mémoire. La police rendit compte sèchement, sans show médiatique. Expertise terminée, pièces à conviction transmises aux archives, verdict définitif. Mais les conversations dans les cours revenaient toujours au même sujet. Comment un homme que tous connaissaient là par son nom put-il cacher cela pendant des années dans la cave? Une réponse de Martinson lui-même ne vint jamais. En prison, il garde le même silence appris. Aucun aveu, aucun pourquoi. Les psychologues se disputent sur les pages de rapports sur la soif de contrôle et les traumatismes d'enfance. Mais ce ne sont que des tentatives d'expliquer le silence avec des mots. L'affaire est juridiquement close, mais émotionnellement dans la ville est restée une lacune, précisément là où se trouvait la maison. Le parc n'est pas encore ouvert, la barrière bruisse dans le vent, et les gens passent non plus vite qu'habituellement. Ainsi se termine une histoire où la façade était exemplaire et l'envers inimaginable. Palo Alto a retrouvé son rythme habituel, mais est devenu plus attentif aux petites choses, à la fermeture soudaine, aux rangées trop ordonnées de caisses, aux mots « j'aide »,« j'ai des contacts ». Et la question principale, pourquoi, resta sans réponse. Peut-être restera-t-elle aussi là où elle était initialement cachée, derrière la porte fermée du silence de quelqu'un. Pour la ville, cet épilogue sonne simplement. Se souvenir des noms et ne pas confondre un sourire avec la vérité.